Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a 4 ans, le 13 novembre 2015, en plusieurs points de Paris, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concert du Bataclan, ainsi qu'aux abords du Stade de France à Saint-Denis, étaient perpétrées les attaques terroristes qui ont fait 130 morts et 350 blessés. Nous devons garder en mémoire cette journée si douloureuse pour notre pays. Elle nous a renforcés dans notre détermination à rester résolus et unis face à la menace terroriste et à défendre plus que jamais les valeurs de la République que nous avons en partage. Le président David Assouline va nous représenter aux cérémonies commémoratives qui vont se dérouler aujourd'hui à Paris. En ce jour anniversaire, nos pensées vont, même si le temps a semblé passer, vers les victimes de ces attentats, leurs familles et leurs proches. En leur souvenir, en leur hommage, je vous invite à observer un court moment de recueillement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, chers collègues, plus d'un étudiant sur 2 ne mange pas tous les jours à sa faim. Près d'un étudiant sur 2 a renoncé à se soigner par manque d'argent. Il n'y a que 175 000 places en résidence étudiante pour 700 000 étudiants boursiers et le loyer représente plus de 70% du budget moyen des étudiants. Plus d'un étudiant sur 2 est obligé de travailler pour étudier et subsister. Ils occupent les emplois les plus précaires, les plus harassants et les moins rémunérés. Ainsi, ils composent près de 60% de la main-d'œuvre des plateformes de prestations. À tout cela s'ajoutent des conditions d'enseignement indignes et un sous-encadrement pédagogique chronique. La grande majorité de la population estudiantine est en souffrance. Et l'aggravation de sa situation d'existence conduit à la désespérance, à des drames humains, à des gestes désespérés, dont celui d'Anas, qui sont autant de cris de détresse que vous ne pouvez ignorer. Les conséquences de ce mal-être endémique sont catastrophiques pour notre pays. De moins en moins d'étudiants poursuivent un cursus complet, le nombre de doctorants baisse chaque année, et la fuite des cerveaux est maintenant manifeste. À cette crise majeure, vous répondez par une baisse de moyens alloués à l'enseignement supérieur. La dépense par étudiant atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis 2008 et votre projet de loi de finances ne porte pas l'ambition d'arrêter cette chute. À la jeunesse, qui souhaite s'investir dans la connaissance, la culture et les œuvres de la pensée, vous renvoyez le message détestable qu'elle ne serait qu'une charge, qu'un fardeau improductif qu'il faudrait continuellement alléger. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Gabriel Attal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. Vous abordez une réalité, une dure réalité qui est celle de la précarité étudiante, de la misère étudiante parfois. Une réalité qui a été remise en lumière à l'occasion de la tragique immolation d'un jeune vendredi à Lyon. Et c'est évidemment vers lui, vers ses proches, vers la communauté étudiante et universitaire de Lyon que nos pensées se tournent aujourd'hui. Frédérique Vidal était présente dès samedi dernier à Lyon pour échanger avec eux. C'est une réalité que nous avons choisi de prendre à bras le corps depuis 2 ans maintenant. C'est une réalité d'ailleurs que beaucoup des gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années à laquelle ils ont cherché à répondre. Nous avons ainsi supprimé la cotisation sécurité sociale qui était payée par les étudiants à chaque rentrée. Ces 217 € qui étaient payés par les étudiants auparavant à la rentrée, cette cotisation a été supprimée. Nous avons annoncé il y a 2 mois maintenant une augmentation des bourses de 46 millions d'euros. Des bourses qui sont désormais payées à date, le 5 du mois, et qui sont même payées par anticipation en début d'année pour les étudiants qui auraient constitué leur dossier. Ces progrès, on ne peut pas les nier. Ils sont là, ils sont
concrets, ils sont tangibles. Évidemment qu'il reste des situations difficiles, évidemment qu'il faut poursuivre, évidemment qu'il faut aussi faire mieux connaître les dispositifs qui existent, quasiment 50 dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui à l'université, et notamment des aides pour les situations d'urgence, parce que parfois à la précarité s'ajoute la précarité quand il y a une rupture, quand il y a un moment difficile. Des aides d'urgence existent, et l'enquête qui est actuellement menée à Lyon vise à comprendre si l'université, si le Crous était informé de la situation très difficile que vivait ce jeune et comment expliquer qu'il n'ait pas pu lui être proposé ces dispositifs. Il faut poursuivre, c'est aussi le sens du revenu universel d'activité, de cette concertation autour du revenu universel d'activité qui doit nous amener à repenser une partie de l'accompagnement social des jeunes. Nous y sommes résolus et nous allons poursuivre. La parole est maintenant à notre collègue Maryvanne Blondin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais poursuivre dans la même veine que mon collègue Ouzoulias. Monsieur le secrétaire d'État, la précarité tue. Elle tue aussi notre projet républicain pour la jeunesse, en particulier celle qui est issue des familles les moins aisées et qui aspire à un progrès social par l'éducation. L'État ne parvient pas à enrayer les déterminismes sociaux. Il s'agit de garantir à chaque étudiant les conditions de vie nécessaires à sa réussite. Le logement, l'alimentation, la santé, les transports, les livres qui lui sont nécessaires. Or, la précarité étudiante ne cesse d'augmenter. 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et plus d'un tiers d'entre eux travaillent en plus de leurs études. Leur accès à la santé en pâtit, on l'a dit tout à l'heure. Les enquêtes annuelles de la FAGE et de l'UNEF concluent à une hausse du coût de la vie étudiante de près de 3% en 2019. Vous allez me répondre que le montant des bourses a été revalorisé et que vos crédits sont en hausse pour 2020. Mais cela n'est pas suffisant lorsque, dans le même temps, les frais de vie courante ne cessent de croître, que le prix du ticket de Resto U et la contribution à la vie étudiante augmentent, et que vous prenez des mesures incompréhensibles comme la baisse des APL et de l'allocation logement social. Quelles mesures comptez-vous prendre? Allez-vous proposer une refonte des aides qui leur sont destinées? Comment allez-vous accélérer la construction des logements étudiants dont Madame la ministre a elle-même jugé le nombre insuffisant? Nous avons besoin de réponses concrètes pour redonner espoir à notre jeunesse. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, je veux commencer par dire que la question de la démocratisation de la réussite à l'école et dans l'enseignement supérieur que vous avez évoqué, c'est ce qui guide notre politique. C'est le sens de notre action à l'école avec le dédoublement des classes, avec l'aide aux devoirs, avec les moyens qui sont mis pour les quartiers qui sont aujourd'hui les plus difficiles. Et la démocratisation de la réussite à l'université, elle passe aussi par la question de la condition de vie des étudiants, et c'est le sens de notre action depuis maintenant 2 ans. Pour répondre à certains points que vous avez abordés. Non, le coût de la rentrée universitaire n'a pas augmenté cette année. Les estimations ont même montré qu'il était plus faible que les années précédentes. S'agissant du ticket pour les restaurants universitaires, nous avons donné une perspective à 4 ans pour faire baisser le coût du panier de base sur les restaurants universitaires. Il y a des chantiers à continuer à explorer, à travailler. C'est ce que nous faisons avec les organisations étudiantes. Encore une fois, dans le cadre de cette concertation sur le revenu universel d'activité auquel participent les organisations étudiantes. Évidemment, il faut continuer à avancer avec eux sur la question du logement que vous avez évoqué, avec l'engagement du président de la République de 60 000 constructions de logements pour les étudiants. Nous progressons progressivement, nous créons des logements pour les étudiants. Il faut poursuivre, il faut mettre tous ces sujets sur la table. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Premier ministre m'a demandé de recevoir au plus vite les organisations étudiantes, et ce cycle de rendez-vous démarrera dès demain matin. Nous travaillons main dans la main avec eux, encore une fois, dans le cadre de cette concertation, et nous continuons à avancer pour garantir que les conditions de vie des étudiants s'améliorent dans les années qui viennent, en prenant des actions très concrètes comme celles que nous avons engagées depuis maintenant 2 ans. Madame Blondin. Juste rappeler que la complémentaire santé maintenant n'est plus obligatoire depuis la baisse de la sécurité sociale étudiante. Et elle coûte 313 € pour un étudiant qui veut
prévenir, s'assurer sur la complémentaire santé. Avant, la sécurité sociale coûtait 217. Et la parole est à notre collègue Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et vous me permettrez d'y associer mon collègue de l'Ardèche, Jacques Genest. Lundi 11 novembre à 11h52, un séisme de magnitude 5,4 a frappé le département de l'Ardèche, plus généralement la vallée du Rhône et nombre de communes, et singulièrement la commune du Teil. Nous adressons à cet instant toutes nos pensées et notre soutien à l'ensemble des personnes qui ont été blessées ou qui ont connu des dégâts assez importants. Le bilan de ce séisme est aussi lourd qu'inhabituel dans l'Hexagone. En effet, environ 300 bâtiments endommagés, une trentaine détruits, des établissements scolaires fermés et certains de nos concitoyens qui sont encore aujourd'hui hébergés dans l'urgence dans certains gymnases de la commune. À cette heure, Monsieur le Premier ministre, les Ardéchoises et les Ardéchois, et j'y associe aussi certains collègues drômois, attendent des réponses de la part de l'État. S'agissant tout d'abord des établissements et des centrales nucléaires de Cruas et du Tricastin, l'Institut de la radioprotection et de sûreté nucléaire a indiqué ne pas avoir constaté de dégâts visibles sur les installations, mais continue ses investigations. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, si vous avez à cette heure des informations complémentaires? Ma seconde question porte sur les mesures d'urgence et sur la solidarité nationale que nous appelons de nos vœux. Confirmez-vous la prise rapide d'un décret de catastrophe naturelle et en attendant le processus d'expertise et d'indemnisation des assurances, quels sont les moyens financiers d'urgence que l'État entend mettre en œuvre pour venir en aide aux populations touchées? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Darnaud, j'étais hier soir à Montélimar, dans le hameau de la Rouvière et aussi dans la commune du Teil. Ce que j'ai constaté, en particulier dans le hameau de la Rouvière comme dans la commune du Teil, était bien au-delà des premières indications qui étaient remontées en matière de dégâts sur les logements. Au moment où je vous parle, je pense que le chiffre de 800 maisons directement impactées, concernées, qui font l'objet de fissures plus ou moins importantes sur la seule commune du Teil est la réalité que nous sommes en train de constater. Dès hier, nous avons procédé au relogement, dès avant-hier, nous avons procédé au relogement dans l'urgence de près de 300 personnes dans 3 sites différents. Depuis hier, nous travaillons à ce que ce relogement soit à la fois réduit dans le volume des personnes qui doivent être relogées par une inspection minutieuse par les services de pompiers qui ont été renforcés depuis ce matin par 8 équipes de la Direction générale de la gestion des crises et des catastrophes naturelles du ministère de l'Intérieur pour qu'elles puissent réhabiter les logements après la levée des doutes. Et pour les autres, nous sommes en train de faire en sorte qu'elles puissent dès ce soir dormir dans des conditions plus satisfaisantes que celles qui ont été proposées malgré l'accueil de qualité de très nombreux bénévoles que je veux saluer dans des gymnases de la commune du Teil. Il nous faut maintenant regarder l'avenir, réparer l'urgence. Vous avez évoqué les écoles publiques et privées dans la commune du Teil. Vous avez évoqué les équipements publics. Nous pourrions évoquer les 2 églises qui aujourd'hui sont aussi menacées et l'une d'elles en bord de la route nationale 112 avec de vrais risques. Donc il nous faut nous mobiliser et regarder l'avenir. Concernant l'urgence et la catastrophe naturelle, avec Elisabeth Borne, nous avons fait le choix de faire en sorte que la Commission puisse se réunir dès la semaine prochaine. Et concernant l'ensemble des dispositifs d'urgence que nous allons mobiliser sous l'autorité de la ministre en charge des collectivités locales et en lien avec Olivier Dussopt pour le ministère de l'économie et des finances, nous allons faire en sorte de répondre présent, comme l'a fait le département dans l'immédiateté et comme je crois le fera cet après-midi le conseil régional et le président de la région se rendra cet après-midi dans la commune du Teil. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Buis
pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique et énergétique. Ce lundi, un tremblement de terre a secoué le sud de notre pays. Vers midi, autour de Montélimar, le séisme a fait 4 blessés et a provoqué d'importants dégâts sur la commune d'Utheil en Ardèche. Maisons, églises, établissements publics sont fissurés. Plus de 500 personnes ont été évacuées et sont dans l'attente d'une éventuelle réplique. Plus important tremblement de terre enregistré en France depuis 16 ans, avec une intensité de 5,4 sur l'échelle de Richter, cette secousse inédite pose des questions sur la sécurité civile. Si l'autorité de sûreté nucléaire a précisé qu'aucun dommage n'avait été relevé sur les sites de Cruas et du Tricastin, le préfet de la Drôme, Hugues Moutou, a néanmoins annoncé l'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas dans la soirée de lundi. Hier, un séisme de magnitude de 3,1 sur l'échelle de Richter a également été enregistré à Strasbourg. EDF a fait savoir que la secousse n'avait pas été ressentie sur la centrale de Fessenheim. Si la France compte 58 réacteurs nucléaires en activité, répartis sur 19 sites, 5 sites sont situés sur des zones sismiques, dont 4 dans la vallée du Rhône. Madame la ministre, dans ce contexte, pouvez-vous rassurer nos concitoyens sur le niveau de protection des centrales nucléaires face à de tels risques sismiques? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame Borne, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Buy, comme l'a souligné Christophe Castaner, le gouvernement apporte tout son soutien à nos concitoyens victimes d'un tremblement de terre qui a touché l'Ardèche et au-delà la vallée du Rhône lundi dernier. Et je voudrais à mon tour saluer l'intervention des forces de secours et des services de l'État pour venir en aide aux sinistrés. Alors concernant les installations nucléaires, la vigilance est bien sûr totale. Toutes les procédures de suivi et de contrôle ont été mises en œuvre dès la survenue du séisme. C'est l'autorité de sûreté nucléaire, autorité indépendante, qui supervise les contrôles qui sont mis en œuvre par les opérateurs. Et l'ASN a pu nous confirmer qu'aucun dommage n'a été constaté sur les centrales de Cruas et de Tricastin. C'est donc en application du principe de précaution qu'EDF a arrêté les 3 réacteurs qui étaient en activité sur le site de Cruas, des vibrations ayant été ressenties sur le site de Cruas. Aucune mesure n'a été effectuée, par contre, sur la centrale de Tricastin. Et c'est bien l'ASN qui déterminera les conditions de remise en service de ces réacteurs, probablement en fin de semaine. Je vous précise, s'agissant de Fessenheim, qu'effectivement, aucune secousse n'a été ressentie sur le site de Fessenheim. De façon générale, le risque sismique est naturellement pris en compte dans la conception des centrales nucléaires en fonction de l'historique des séismes observés dans la région. Et depuis l'accident de Fukushima, l'ASN a demandé aux exploitants de procéder à des évaluations de sûreté complémentaires. Ces dispositions sont mises en œuvre en 3 phases. La première a d'ores et déjà été mise en œuvre. La seconde le sera d'ici la fin de l'année 2021. Et la troisième sera mise en œuvre en fonction des visites périodiques qui sont réalisées sur les centrales. La parole est maintenant à notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la France peut s'enorgueillir d'avoir fait des Lumières la source de son pacte républicain. Contre tous les obscurantismes et les fanatismes, c'est l'honneur de notre République de rassembler nos concitoyens dans ce qu'ils ont de commun, par-delà leurs origines et leurs croyances. Pour la très grande majorité d'entre nous ici, je ne peux hélas pas dire tous, cette conception civique de la nation repose sur la laïcité. Une laïcité à laquelle on ne peut accoler aucun adjectif. Une laïcité fondant la concorde de la société, en dépassant les identités particulières qui ne résument pas un individu. Une laïcité facilitant l'édification d'un monde commun aux hommes sur la base de leur égalité et de leur liberté de conscience, assurée par la mise à distance de tous les groupes de pression, comme l'écrit Henri Peña-Ruiz.
La manifestation du 10 novembre a malheureusement montré que la voie de l'apaisement était encore longue. Nous y avons entendu ceux qui prônent la division, le clivage de la société, le repli sur des identités assignées, comme si le déterminisme social était une fatalité. Nous y avons lu des slogans qualifiant de liberticides les lois de la République. Et nous y avons vu les symboles d'une époque tragique de notre histoire, détournés d'une façon indigne, provocatrice mais assumée, faisant écho aux insultes publiques à l'encontre de certains sénateurs qualifiés de nazis il y a quelques jours. Or, mes chers collègues, les symboles ont un sens que nous n'oublions pas et leur instrumentalisation par certains nourrit les amalgames. Monsieur le ministre, mon groupe porte la laïcité avec force et conviction, au nom de l'universalisme et de l'égal respect, dû aux croyants comme aux non-croyants. La laïcité, ce n'est pas simplement permettre à des communautés de cohabiter en se tolérant. Non, c'est bien plus que cela. Elle est la condition de la fraternité républicaine. En ce triste jour anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, alors que les crispations identitaires progressent, il est urgent, pour rassembler et apaiser, d'agir. Dans ces conditions, comment votre gouvernement compte-t-il défendre notre laïcité? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laborde. Je connais votre combat, je connais votre implication. Je sais aussi que c'est ce combat et cette implication qui marquent votre groupe, mais je sais aussi combien le Sénat est attaché à cette valeur fondatrice et fondamentale qu'est la laïcité. Vous l'avez dit, dimanche, une manifestation est organisée par ceux qui prétendent lutter contre, je cite, l'islamophobie. Évidemment, nous respectons ce droit fondamental de manifester. Mais notre ligne est claire. Manifester, c'est un droit qui doit respecter toutes les valeurs de la République. Et celle de la laïcité fait partie de ces valeurs de la République. Nous devons évidemment, grâce à la laïcité, protéger le choix religieux de chacune et de chacun, mais ne jamais accepter de mélanger religion et radicalité. Ne jamais accepter de mélanger l'islam dans ce qu'il porte de faits religieux, dans la culture qu'il représente, et l'islamisme comme une organisation politique qui veut se construire contre les valeurs de la République, contre ce que nous sommes, contre nos identités, contre ces principes fondamentaux tels que l'égalité entre les femmes et les hommes. Le fait que certains manifestants soient venus dimanche avec justement des revendications qui vont contre ces valeurs qui doivent faire notre commun, notre vivre ensemble et donc la défense de nos valeurs est totalement scandaleux. Le fait que ce soit construit sur un appel qui dénonce pêle-mêle des lois liberticides, le silence complice des institutions étatiques chargées de lutter contre le racisme, les délations abusives jusqu'au plus haut niveau de l'État contre des musulmans dont le seul tort serait l'appartenance réelle ou supposée à une religion, ou encore les dispositifs de surveillance de masse qui conduisent à une criminalisation pure et simple de la pratique religieuse se rendent au fond complices des menaces qui pèsent sur la République. Et nous serons, Madame la sénatrice, totalement engagés à vos côtés, aux côtés des sénateurs, pour faire en sorte que cette laïcité, qui n'est pas ni provocatrice, ni au fond rejetée, ne soit pas non plus une naïveté. Et nous devons au contraire faire en sorte que pour chaque valeur qui serait mise en cause par ceux qui aujourd'hui, au nom de la religion, considèrent qu'il y aurait un intérêt supérieur à ceux qui nous rassemblent, nous puissions tous ensemble combattre pied à pied pour que la République soit partout chez elle. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Claudine Kaufmann pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre des Solidarités et de la Santé. Au-delà des clivages politiques partisans, nous nous accordons tous sur le droit pour nos compatriotes à bénéficier d'un régime de retraite juste et équitable, offrant à chacun la perspective d'une vie digne au terme de nombreuses années de labeur. Si le candidat Macron s'était engagé à réformer les régimes de retraite, tout en préservant le futur niveau de vie des personnes concernées, force est de constater que le président qu'il est devenu a promptement oublié cette promesse. En effet, sous couvert d'une prétendue équité, vous proposez que désormais chaque euro cotisé offre les mêmes droits et que toute période travaillée, même minime, soit prise en compte.
La réforme que vous défendez, si elle était adoptée, ferait ainsi abstraction, pour le calcul des pensions, des 25 meilleures années pour le privé et des 6 derniers mois pour le public. Il ne s'agit là que d'un nivellement par le bas, dont l'unique dessein est de réduire drastiquement le niveau de toutes les pensions. Vous feignez d'ignorer en effet que tout au long d'une vie professionnelle de plus de 4 décennies, s'enchaînent les faibles rémunérations, les périodes favorables, les emplois précaires et parfois aussi le chômage. Votre réforme n'aboutira qu'à précariser davantage les Français les plus modestes, qui, parvenus au soir de leur vie, subiront encore les affres de la pauvreté. De surcroît, votre projet de réforme fait totalement abstraction de la pénibilité de certains emplois. En effet, les salariés concernés ne bénéficieront d'aucune compensation. Votre vision de l'équité est pour le moins singulière. Cette réforme des retraites, méprisant la justice sociale, porte toujours en elle une inconnue, la valeur du point. Comment et sur quelle base allez-vous déterminer cette dernière et comment sera-t-elle garantie contre toute baisse? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au commissaire aux retraites délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Delevoye, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez raison de vous adresser à la ministre des Solidarités, car sous son autorité, le Président de la République a voulu que le projet de réforme des retraites soit sous le signe de la solidarité. Je vous remercie d'apporter votre soutien à un régime équitable, avec les mêmes règles pour tous, et qui a pour but de corriger les inégalités du système actuel. Sous l'autorité du Premier ministre, nous proposons de faire en sorte que dans un système de redistribution validé par le Conseil d'orientation des retraites, qui fait que le passage des 25 années à la totalité de la carrière fait une redistribution au profit des retraites, des 40% des retraités les plus faibles, c'est-à-dire celles et ceux qui sont en dessous de 1 200 à 1 300 euros. Nous avons aussi intégré la volonté des Françaises et des Français de réduire l'écart des pensions entre les hommes et les femmes au profit des femmes, qui est actuellement de 40%. Les propositions que nous formulons font que nous allons réduire de 10 à 20%, c'est-à-dire la moitié cet écart. Nous avons aussi reçu le soutien de nos concitoyens pour faire en sorte que dès le premier enfant, il y ait une majoration de la pension qui fait que le nombre de femmes qui vont bénéficier de cela va passer de 3 millions à 8 millions. Nous avons aussi fait en sorte que le système qui accompagne par points les interruptions d'activité, les parcours précaires, ceux que vous évoquez, sont plus favorables et que nous allons, dans le coefficient, dans le rapport que j'ai remis au Premier ministre, il y a une réduction du coefficient Gini, c'est-à-dire l'écart de pauvreté. Et vous voyez bien que notre préoccupation, y compris pour la fonction publique, y compris pour la référence des 6 derniers mois qui a été mise en place alors qu'il n'y avait pas de prime, nous voulons faire un système plus juste, plus équitable, plus transparent, qui correspond à la nécessité de renforcer la cohésion de la nation. Il faut conclure. Merci.